Bernard, merci d'être venu jusqu'ici. C'est pas très loin, Paris n'est jamais que la banlieue d'Amiens. Et l'autre jour, lors d'une séance de notre spécialité, tu nous as montré une présentation sur la reconstruction en terrain hostile dans le prolongement de ce qu'a montré Chloé tout à l'heure. C'est de ce travail que je voudrais que tu fasses profiter de notre Assemblée. Merci. Non, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers amis, cher Patrick, oui, bien sûr. C'est à ton invitation que je me suis efforcé de répondre en reprenant une présentation faite il y a 6 mois dans une assemblée de chirurgiens maxillofaciaux. Vous m'excuserez s'il y a quelques redondances par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors, hostile, c'est assez curieux parce que je regardais un petit peu l'étymologie du mot hostile, hostiles en latin, ennemi étranger, mais qui est traduit assez curieusement en anglais par guest et gas. Autrement dit, il y a aussi peut-être dans ce mot un aspect plus positif et non pas nécessairement négatif. Et assez curieusement, en sanskrit, c'est ghost. Allez savoir pourquoi les fantômes sont hostiles, mais c'est autre chose. Alors, reconstruction en terrain hostile, on va le voir, si vous voulez. C'est quoi un terrain hostile pour un chirurgien? Il y a là trois chapitres que je voudrais développer avec vous, étant entendu que nous parlons là, bien sûr, de chirurgie reconstructrice de l'extrémité céphalique. On a pas mal écrit sur le sujet à travers ici des publications qui sont parues ici ou là, et puis une thèse qui s'est tenue il y a justement, qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, une thèse de médecine qui a été soutenue il y a une dizaine de jours. Existe-t-il une chirurgie palliative ou est-ce que toute chirurgie est nécessairement palliative, notamment dans le domaine de la cancérologie? Alors, des conditions de la chirurgie humanitaire. À titre personnel, je ne suis allé que 2 fois en mission humanitaire au Vietnam. C'était très centré autour de la prise en charge des fentes labio-alvéolo-palatines. Et puis, à un moment donné, on nous a présenté cette malformation veineuse de l'hémiphase chez cette Vietnamienne. Et j'avoue franchement que, contrairement à ce que il semble que tu as réussi à faire, les conditions d'une prise en charge en terrain étranger ne permettent pas. Quelquefois, on se trouve en impasse. Et c'est toute l'organisation qu'il y a à faire pour un certain nombre de pathologies rares. Mais par contre, ça pose d'autres problèmes, et je me tournerai à ce moment-là vers vous. J'ai été amené à écrire cet article intitulé Transduction à propos de 2 cas cliniques que je voulais vous rapporter et qui sont effectivement 2 cas cliniques de patients qui, venus d'Afrique, ont été pris en charge dans le service. Le premier cas, c'est un cas de, comment dirais-je, de tumeur de dysplasie fibreuse de la face, qui est particulièrement importante quand on le voit ici sur les images reconstruites en 3 dimensions, avec un envahissement facial, un envahissement basicrânien, mais c'est une dysplasie fibreuse avec cette dystopie orbitaire, et puis une chirurgie qui a été faite chez ce patient qui est venu effectivement du Mali pour venir en France, se faire opérer, et une prise en charge chirurgicale avec voilà, une chirurgie aussi conservatrice que possible, au moins dans ses voies d'abord, puisque nous avions fait un degloving, pardonnez le mot anglais, donc une voie d'abord sans voie d'abord cutanée, faciale, en même temps qu'une voie d'abord neurochirurgicale, et donc une exérèse qui a permis de déposer la tumeur en un temps et de reconstruire ce que l'on pouvait reconstruire avec des techniques relativement peu sophistiquées, assez classiques. Voilà la voie d'abord coronale. Les clichés photographiques ne sont pas extraordinaires. La reconstruction de la voûte crânienne, bien sûr, les fermetures de la voie d'abord, et puis un résultat premier qui laisse bien sûr penser qu'il y a là des séquelles cosmétiques qui sont quand même pas formidables, alors que sur le plan fonctionnel, ce patient avait les 2 yeux, les greffes osseuses de reconstruction qui, elles aussi, peuvent faire l'objet de critiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de revoir le patient après des retouches chirurgicales à visée essentiellement cosmétique, quelques temps après. Et puis, la question qui a été posée chez ce patient, c'est le retour au Mali. Et cette incapacité pour lui de repartir dans son pays.
un peu comme s'il y aurait eu, alors il avait été un petit peu exclu de son milieu social là-bas, et cette énorme difficulté à tel point qu'il s'est installé en France, il a trouvé un métier, on l'a un petit peu aidé, il a réussi à se marier, à avoir des enfants, et on le croise régulièrement dans les rues de notre petite ville. Il est radieux, certes encore un petit peu marqué par sa dysplasie, mais je posais moi la question de cette réintégration dans un milieu social qui l'avait exclu avec effectivement les questions qui se posent pour les handicapés là-bas. Et puis, cette autre histoire qui est à la fois une belle histoire et une histoire extrêmement triste, que le cas de cet encéphalocèle. Bon, c'est une pathologie relativement malformative, relativement classique. Et puis, c'était la découverte d'une Française qui va voir des amis là-bas au Congo et qui découvre cette petite fille dans la rue, tenue par la main par sa maman, la petite fille vivace, tout à fait enjouée. Et elle demande, cette amie éloise demande à son ami là-bas, mais on ne fait rien pour cette petite fille, et il s'interroge, et en fait ils ont organisé, ça a mis quelques temps, ils ont organisé son rapatriement. Ils nous posent la question à nous, est-ce que vous pouvez prendre en charge cette petite fille? Ben, ça paraissait classique, on a pu obtenir là-bas une image tomodensitométrique avant qu'elle ne vienne. Il y a eu de la part à la fois, enfin bon, je passe la Croix-Rouge, Air France, etc., une solidarité absolument généreuse et belle. Et puis cette petite fille, voilà, alors ça c'est des images qui sont assez classiques, on le voit. Et puis on l'a opérée en une fois avec mon collègue neurochirurgien ensemble. Vous voyez cette exérèse qui est un petit peu impressionnante pour retirer, étanchéifier bien sûr l'étage antérieur de la base du crâne, reconstruire la voûte frontale, et vous la voyez là en fin d'intervention avec cette cicatrice un petit peu disgracieuse bien sûr, chez une enfant noire, en plus de ça de peau, dont on peut penser que la cicatrice posera problème ultérieurement, mais voilà, et la reconstruction après, et puis cette petite fille 3 semaines après. Et tout avait été organisé, là aussi, pour un retour à domicile. Et les organismes qui avaient pris en charge cette petite fille et sa maman était venue avec elle, avaient trouvé un travail pour la maman. Et puis, un contact avait été pris avec un collègue chirurgien pédiatre là-bas, où elle était, pour qu'il y ait un suivi à distance. On m'a même invité à aller là-bas. Et puis, en fait, cette petite fille, la veille de son départ, disparaît. Elle disparaît avec sa maman, vraisemblablement récupérée par je ne sais quel réseau underground. Enfin, bref, toujours est-il qu'il n'a jamais été possible de revoir cet enfant. Et ça pose peut-être la question aussi de ce blocage du retour de la mère et de cet enfant, mère abandonnée bien sûr par son mari, enfant abandonné bien sûr par son mari. Bien, moi je pose la question simplement de voilà, jusqu'où aller, comment peut-on aller, en dépit effectivement des précautions que l'on peut prendre pour accompagner les gens. Alors, les conditions de la chirurgie. Les conditions de la chirurgie, je fais référence là ici à mon collègue Rulian Pribaz, grand nom de la chirurgie plastique reconstructrice aux États-Unis, et qui dit bien qu'on ne peut pas faire de chirurgie reconstructrice et une restitution d'intégrum, une restauration complète pour quelqu'un qui a été victime d'un traumatisme ou une renormalisation. Je ne vais pas épiloguer sur le terme de normalisation ou de normalisation dans le cadre des anomalies. Il faudrait relire Canguilhem là-dessus. Bref, toujours est-il que il a imaginé effectivement comment on pouvait développer ce type de technique particulièrement élaborée, même si ce n'est pas lui qui avait décrit ces premiers lambeaux préfabriqués, mais comment on peut essayer de faire un nez sur un avant-bras avant de reconstruire le nez de quelqu'un. On a parlé de Tagliacozzi tout à l'heure. Eh bien là, effectivement, donc c'est une malformation artério-veineuse. Alors là encore, une pathologie tout à fait particulière. Et puis, je passe, donc il prévoit la reconstruction. On préfabrique un nez sur l'avant-bras avant de transplanté, et puis voilà, le patient, il le greffe bien sûr, et puis voilà l'intervention chirurgicale d'autotransplantation. Je suis un petit peu surpris parce que l'exérèse m'a paru relativement modeste par rapport à l'importance de la malformation artério-veineuse et les principes de chirurgie des malformations artério-veineuses, mais un résultat premier, un résultat précoce, et puis après ça, bien sûr, toute cette chirurgie de reconstruction secondaire. Voilà. Alors si je vous présente cette observation, c'est qu'on a nous aussi essayé de récupérer après ça cette technique de lambeaux préfabriqués. D'autres l'avaient fait en France, je pense à Jacques Baudet à Bordeaux en son temps. Voilà, avec un résultat qui, par rapport effectivement, est compte tenu bien sûr du pronostic des malformations artério-veineuses qui sont quand même des malformations vasculaires tout à fait particulières. On ne sait pas du devenir du patient après et s'il n'a pas, bien sûr,
une poursuite évolutive. Alors, les conditions de la chirurgie, là, c'est un point qui apparaît important. On parlait des centres de référence. Je veux dire que les conditions de la chirurgie, c'est notre installation au bloc opératoire, notre capacité d'être aidé ou d'avoir constitué, un petit peu comme on constitue un orchestre, si vous voulez, avoir autour de soi à la fois penseuses, instrumentistes, une équipe anesthésiologique, les aides et voilà, une motivation autour de soi. Le chirurgien n'est pas seul. Et je crois qu'on ne peut se permettre certains types de chirurgie qu'à partir du moment où on a réussi à créer autour de soi une véritable équipe qui travaille au moins en bonne intelligence et en bonne complémentarité. Mais c'était une petite parenthèse, mais ce qui pose effectivement aujourd'hui des questions, et notamment peut-être aussi dans nos publics. Alors, le terrain hostile, c'est le malade. Alors, on a évoqué la chirurgie pédiatrique. Je me permets simplement d'évoquer cette chirurgie pédiatrique avec cette histoire du diagnostic anténatal chez cet enfant où on trouve chez cet enfant, alors là, on fait une IRM anténatale chez la maman pour essayer d'explorer cette masse qui sort. Alors, on avait déjà évoqué une telle observation il y a beaucoup d'années avec toi, Marie-Paul, sur ce tératome. Tu parlais d'un tératome qui était un tératome crânien. Là, c'est un tératome qui sort par la bouche et qui pose le problème de savoir. Donc, il passe, bien sûr, en commission afin de savoir si on va poursuivre la grossesse jusqu'au bout. Et puis, on s'organise en disant, ben voilà, très bien, il va peut-être y avoir des problèmes de dystocie. Donc, faut-il faire effectivement à ce moment-là un accouchement par voie basse ou effectivement faire une intervention pour voilà, ou bien, et puis que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir compression des voies respiratoires? On avait un petit peu de difficulté à voir ce qui se passait à l'intérieur. Et donc on programme tout cela pour donc 3 semaines avant ou 15 jours avant la date de la fin de la grossesse. Et en fait, eh bien, il y a eu rupture des os prématurée et il a fallu s'organiser. On a eu la chance de pouvoir, en l'espace de, oui, 1 heure et demie, mobiliser les réanimateurs pédiatres, les gynécologues obstétriciens, les anesthésistes réanimateurs et nous-mêmes. Et au bloc de chirurgie pédiatrique, on a fait cette césarienne au bloc de chirurgie pédiatrique. Et on a eu la chance de pouvoir intuber cet enfant du bon côté parce que ce tératome allait, on va le voir, était né effectivement aux dépens de la base du crâne. L'obstruction était levée et on avait bien sûr gardé le cordon ombilical. À partir du moment où l'enfant était intubé, on a pu, et on a dans le même temps de l'accouchement, donc en néonatal, là, à J0, on a pu opérer cet enfant, lui retirer, et bien sûr avec une fente palatine, qui est une fente palatine non pas malformative, mais qui est une fente palatine déformative, liée au fait que, effectivement, très vraisemblablement, ce tératome avait évolué tout au long du début de la vie embryonnaire de cet enfant. Alors là, voilà, encore avec une petite béance, on est là à l'âge de 3 ans, avec un sourire, et puis on la voit là, après 2 pharyngoplasties quand même, parce qu'on n'avait peut-être pas réussi à restaurer une fonction vélaire normale. Donc, belle petite histoire chez cet enfant. Par contre, effectivement, on parlait de tumeur maligne, et bien voilà, c'est un sarcome pour lequel on avait évoqué peut-être, mais qui est malheureusement, bien sûr... Alors le malade aussi, alors là le problème du malade de psychotique, jusqu'où faut-il aller ou ne pas aller chez ce garçon qui avait été victime, quelque chose banal, hein, d'une fracture sous-condylienne de la mandibule, mais qui avait développé, pour quelle raison, je n'en sais rien, cette ankylose temporomandibulaire. Alors là, c'est un clin d'œil à une vieille technique, puisqu'on avait présenté cette observation, je crois, il y a un peu plus de 20 ans. On parlait de la tête du péroné pour reconstruire l'articulation temporomandibulaire. Ben, moi, je vais vous parler d'autre chose pour reconstruire l'articulation temporomandibulaire. Si ça veut bien passer, mais c'est peut-être un petit peu lourd, non? Ou c'est moi qui suis... La vidéo est là. Non, c'est pas une vidéo, c'est... Un instant, voilà. Donc voilà, la tête du deuxième métatarsien est une très bonne chose parce que ça a la forme exacte, n'est-ce pas? Et donc on le vascularise avec l'artère pédieuse, avec une petite veine saphène. Voilà. Voilà, donc, avec une dissection. Ça, c'est la première séance. On en a fait une autre aussi, où on a pris la base du métatarsien pour refaire la partie temporale et refaire l'articulation temporomandibulaire. Et on a eu la chance de revoir ce patient 1 an après, avec une voix d'abord qui est tout à fait discrète, une articulation qui est fonctionnelle et une ankylose qui a été levée. Bon,
Enfin, ce sont des clins d'œil, hein, pardonnez-moi. Alors, le malade, bien sûr, la personne âgée, on évoquait la possibilité, hein, Michel Germain parlait de la personne très, très âgée pour laquelle on peut oser, de temps en temps, faire des autotransplantations. D'ailleurs, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans le PRS et qui invitait effectivement, notamment dans le cadre de la paralysie faciale, de ne pas se contenter de solutions plutôt passives pour la paralysie faciale en fonction de l'âge des malades. Je crois qu'il y a une repensée de l'indication chirurgicale en fonction de l'âge du malade. Et voilà le patient à distance pour une reconstruction labiale totale après un cancer. Alors, le malade, les facteurs ethniques, hein, qu'elle voit d'abord utiliser chez les patients qui risquent d'être très marqués. Alors, c'est une vieille observation aussi pour cette jeune patiente qui est porteur d'un améloblastome. On en a vu un beaucoup plus gros tout à l'heure, améloblastome que l'on va retirer par une voie d'abord de lift. Donc, il n'y a pas de voie d'abord visible autre que l'incision de type lifting et qui nous permet de faire des reconstructions hémimandibulaires par autotransplantation. Alors là, ce n'est pas un omoplate, c'est une crête iliaque que j'affectionne particulièrement pour ce qui me concerne, notamment dans les reconstructions de l'angle mandibulaire. Alors voilà la voie d'abord, comme un lifting avec la dissection du SMAS que vous voyez ici, l'abord endobuccal, une tunnelisation qui permet d'exciser à distance, en extra-périosté, l'améloblastome en question, qui avait rompu les corticales. Alors bien sûr, c'est un petit peu difficile hein, d'aller chercher ça. Voilà, on accouche véritablement de l'hémimandibule dont on garde là la partie condylienne. On contrôle, comme vous le voyez, effectivement les structures nerveuses. On aborde les vaisseaux au niveau du cou et on va donc reconstruire. Alors je passe sur ces images. Voilà aussi un petit moyen technique de donner une forme particulière à la crête iliaque pour faire en sorte qu'elle ait la courbure la plus adaptée, les vaisseaux, l'anastomose et le résultat à distance. Et le résultat à distance, on s'aperçoit que sur le plan cicatriciel, on a quand même là un résultat qui apparaît satisfaisant chez cette jeune fille de race effectivement noire. Alors, bien sûr, les terrains hostiles, c'est la pathologie, c'est l'urgence. L'urgence, Pribase le dit, la réimplantation est quelquefois, effectivement, la meilleure façon d'obtenir un résultat satisfaisant. Alors, la littérature s'en est bien sûr à rapporter les premiers cas de réimplantation faciale subtotale chez ce papier publié en 1998. Il y en a un autre papier. Nous avons été confrontés à ce type de situation hein, chez ces personnes qui ont un scalp complet et avec la possibilité ou la chance dans des délais hein, qui doivent être inférieurs à 6 heures normalement pour éviter les nécroses. Et encore, vous allez voir, et avec les problèmes, pas tant d'apport artériel, car on arrive à reconstituer la continuité artérielle, mais par contre, nécessité de faire appel, en l'occurrence, à des greffons veineux pour obtenir effectivement un retour veineux. Et vous le voyez, malgré tout, une zone un petit peu fragile qui a nécrosé au niveau de la région occipitale. Avec un résultat amusant et intéressant avec la repousse, on le voit, des cheveux et une trace cicatricielle, bien sûr, chez cette personne. C'est une autre observation américaine que celle-là, qui est impressionnante aussi, la possibilité de faire une réimplantation faciale subtotale chez cette personne. Voilà. Alors, reste à savoir quel type de vaisseaux ont été réanastomosés, ça. Bien, mais quelquefois, on sait très bien que simplement sur l'artère faciale, on arrive à restaurer la vascularisation de la plus grande partie du visage. Alors, les conditions défavorables, hein, là, ce sont les déserts vasculaires. On a parlé de chirurgie palliative et de chirurgie post-irradiation. Et là, malheureusement, comment gérer le site récepteur pour des gens qui ont été opérés déjà à plusieurs reprises et qui ont été secondairement irradiés avec des séquelles extrêmement sévères chez cette femme qui malheureusement a développé secondairement un cancer pulmonaire. Voilà. Là, en l'occurrence, voilà, ce patient nous est adressé du sud de la France, 4 ans après 3 échecs de lambeaux libres, irradiation, il a sa plaque qui sort, c'est un artiste, sa tête le montre peut-être, ça c'est autre chose. Et voilà, après, donc, une intervention chirurgicale où on a 2 lambeaux libres pour le reconstituer et on utilise un pédicule existant déjà en cervical pour pouvoir le reconstituer. Et on l'a vu à distance. Alors, très belle histoire aussi que celle de ce patient qui a un pharyngostome
et qui avait été opéré, larynge optimisé, irradié, ce pharyngostome, et qui malheureusement, à un moment donné, a fait, hors de chez nous, chez lui, en Bretagne, je crois, une hémorragie carotidienne dont il a été tiré d'affaire, avec un lambeau musculocutané qui avait recouvert la carotide là-bas. Bref, il vient pour son pharyngostome et on utilise, alors là, ça va faire sourire notre ami Michel Germain, eh bien voilà, on utilise encore, n'est-ce pas, ces lambeaux digestifs jéjunaux qui nous ont beaucoup rendu service pour reconstituer une étanchéité, une continuité ésophagienne haute. Alors bien sûr, la question, bien sûr, c'était de trouver le pédicule vasculaire qui nous permettait d'être en sécurité. Alors je passe sur le détail. Vous l'avez en post-opératoire à 1 an sur la photographie de gauche et on a eu la chance de le revoir 4 ans après avec voilà, une qualité de vie chez ce patient et une sécurité notamment sur le plan hémorragique. Mais c'est vrai que, voilà, où faut-il retrouver les vaisseaux? On peut quelquefois être amené à retourner la mammaire interne, par exemple, pour essayer d'aller faire les micro-anastomoses en terrain qui n'a pas été antérieurement irradié. Les séquelles d'irradiation. Alors là encore, un désert vasculaire chez un patient qui se présente dans cette situation-là. Bon, le voilà. Et là, on utilise un petit peu l'exemple que nous avait donné Pribase, mais enfin qu'on connaissait déjà. Jean-Marie Servan avait déjà fait également ici à Saint-Louis utiliser ce type de technique où nous allons prendre un lambeau antérolatéral de cuisse que l'on va brancher d'abord en antibrachial pour avoir un très long pédicule et nous permettre de reconstruire ce patient. Voyez-vous, le résultat cosmétique n'est pas extraordinaire, mais enfin par rapport sur le plan fonctionnel quand même, qui nous ont permis bien sûr de reconstruire ce patient qui contre toute attente, on est là dans le domaine de la chirurgie palliative, qui contre toute attente continue de vivre ou avoir une certaine qualité de vie. Je ne parle pas du caractère esthétique. Désert vasculaire aussi chez ce patient qui, malheureusement, vous le voyez, est dans une situation absolument catastrophique. Hein. C'est l'exemple qui était donné tout à l'heure de savoir jusqu'où aller ou ne pas aller avec, vous voyez, séquelles de maxillectomie, avec 3 échecs de reconstruction et puis nous avons essayé de le reconstruire secondairement. Il vit toujours en dépit de métastases, ce patient, et on a pu rebrancher, alors là c'est des problèmes essentiellement techniques, rebrancher, donc refaire des transplantations au bout d'une transplantation qui avait déjà été faite antérieurement. Je ne vais pas épiloguer, le résultat est très 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 loin d'être satisfaisant chez ce patient, mais qui vit et qui revit. Alors, la question, enfin qui est une question peut-être davantage, je ne veux pas dire philosophique, hein, mais je reviens donc à Pribase. Hein, le but de la reconstruction, c'est effectivement de faire une restitution anatomique, une reconstruction la plus normale possible, mais en fait, elle ne peut être obtenue soit par la replantation, quand il y a eu une replantation. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la microchirurgie, la replantation a toujours précédé la transplantation. Ça, je crois que c'est assez clair. Et le début de la microchirurgie, c'était une microchirurgie de replantation, notamment. Voilà. Bien. Donc, aucune des méthodes de reconstruction extérieure ne permettra une restauration complète, ça on sait. Voilà. Donc, alors, oui, je suis désolé. Voilà. Alors, c'est dans un papier que Pribase nous avait montré. Il met en avant, voyez-vous, ces 2 cas. Alors, vous avez en haut, c'est la 2e allotransplantation de tissu composite au niveau de la face qui a été faite en Chine. Et d'ailleurs, notre collègue chinois revient, je crois, au congrès de chirurgie plastique dans une semaine en France, d'ailleurs. Son patient est décédé, malheureusement, une année après la transplantation. C'était une griffure d'ours, je crois, dont il avait été victime. Et il met en parallèle, ça c'est Pribase qui met en parallèle donc la rhinopoïèse qu'il a été amené à faire avec ce lambeau préfabriqué qu'on a vu tout à l'heure. Encore que je ne suis pas sûr que la photographie du milieu soit la même, ou c'est peut-être un autre malade. Et puis bien sûr, je vous présente ces 2 observations, enfin alors celle d'une brûlure de l'enfance, opéré par M. Pribase en haut, donc vous voyez la quantité d'intervention chirurgicale, et puis la morsure animale qui a été la première allotransplantation de tissu composite chez notre patiente. Alors, voilà, enfin, on ne va pas épiloguer. Et puis si 2 patients que nous prenons en charge, venus avec la même pathologie, donc le premier venu d'Algérie avec une malformation artério-veineuse qui était suivie initialement à Grenoble et puis qui est revenu chez nous, vous voyez, et qui est arrivé dans un état hémorragique, hein, malformation artério-veineuse qui touche tout le massif facial médian. Donc on a fait 3 embolisations préopératoires, une intervention chirurgicale d'exérèse, vous voyez un petit peu, et puis pour aboutir à un résultat
il vit, il n'a plus de récurrence de sa malformation artério-veineuse, mais il est totalement défiguré, c'est assez clair. Et puis en bas, c'est notre troisième allotransplantation de tissu composite, notre troisième greffe de visage que nous avions faite, chez une patiente qui présentait une récidive d'une malformation artério-veineuse, hein, sur la première photographie à l'extrême gauche, vous l'avez là, c'est à la fin des années 1000, au début des années 2000, si vous voulez, avant que nous la prenions en charge. Voilà l'exérèse que nous avons faite au moment de l'allotransplantation, et vous la voyez à distance, et nous l'avons rencontrée encore, puisque la dernière intervention date de 2012, nous l'avons rencontrée encore cette année, et elle est venue, elle parle, elle mange, et elle revit depuis cette période-là, avec un résultat qui quand même paraît assez intéressant, et qui repose d'ailleurs la question des indications chirurgicales dans le cadre des malformations artério-veineuses. Alors, on sait aussi que dans les allotransplantations de la face, c'est peut-être pas le sujet à aborder aujourd'hui, mais enfin, on peut en parler malgré tout, sur les 45 allotransplantations, 46 allotransplantations qui ont eu lieu officiellement dans le monde, il y a quand même eu, je crois, 10 décès, n'est-ce pas, pour un certain nombre de raisons, et que la question posée est celle, non pas tant du rejet aigu, qui intervient à peu près pour toutes les allotransplantations de tissu composite, mais du rejet chronique, c'est-à-dire l'apparition d'une nécrose qui, à distance, et c'est arrivé chez notre patiente, et vous le voyez un petit peu, 10 ans après l'intervention chirurgicale initiale, alors qu'elle a pu mener une vie assez satisfaisante pendant ces 10 années, enfin, assez satisfaisante, eh bien, de voir le transplant se nécroser. Et ce qui est vrai au niveau de la face est vrai également au niveau de la main. Il y a moins de mortalité au niveau de la main, bien évidemment, et puis on peut toujours dire, ben, la main, on va amputer un doigt ou bien on va déposer la main. C'était le cas du premier transplanté de la main, qui s'est fait déposer la main assez rapidement, mais on est voilà. Et donc, comment sortir un petit peu de cette espèce d'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Doit-on continuer dans cette voie de l'allotransplantation de tissu composite quand on sait que la durée moyenne, hein, on sait que pour une durée moyenne d'une transplantation cardiaque, si je ne me trompe, c'est entre 12 et 15 ans, hein, durée de vie moyenne. Donc, c'est la question de la retransplantation. Il y a eu un cas en France de retransplantation après un rejet chronique. Est-ce qu'on n'est pas là tenu aujourd'hui d'essayer d'imaginer d'autres possibilités? Et je pense que c'est tout l'intérêt qu'il y a à mener parallèlement à nos activités chirurgicales de soins, des activités de recherche. Alors là, je parle de la régénération nerveuse, car là aussi, hein, les transplantations au niveau des tissus composites ne permettent pas une restauration totale des fonctions, à l'opposé des transplantations d'organes. Là, c'est la question de la régénération nerveuse, et puis aussi les travaux de recherche que l'on mène avec nos collègues de l'université de Louvain sur la possibilité de recellularisation d'organes qui ont été décellularisés. Enfin, c'est là une question encore très complexe, mais il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits là-bas et qui sont tout à fait intéressants, prometteurs, bon, mais qui pose encore problème, surtout en termes de recellularisation. Voilà. Alors, je termine là-dessus en revenant simplement, mais ce n'est pas de la publicité à titre personnel, puisque nous avons eu la visite de l'Académie nationale de chirurgie sur ce qui sera peut-être un lieu de recherche pour l'ensemble des chirurgiens. Alors, ça n'est pas à Paris, je suis désolé, mais on sera heureux de vous accueillir dans notre bâtiment de l'Institut Fairfax. Merci beaucoup. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions? Michel. Oui. D'abord, un grand merci. Ah non. Un grand merci d'abord et compliment. On se régale de tes conférences brillantissimes. Voilà. Alors, j'ai 3 petites questions. Tout d'abord, le mot antibrachial n'est pas correct. C'est antébrachial. Pas d'accord du tout. Antébrachial. Non. Anté vient du latin, c'est avant. Anti vient du grec, c'est à l'opposé de. Si c'est un lambeau d'avant-bras, un lambeau d'ici, un lambeau là, c'est un lambeau antébrachial. Par contre, le lambeau antibrachial de cette face antérieure de l'avant-bras, c'est la... Bon, bien. C'est une communication que j'avais faite il y a de très nombreuses années, n'est-ce pas, au congrès de chirurgie plastique. Enfin, tout ça, ce sont, comment on dira, des chinoiseries. Non, Michel, tu aurais dû me demander, ça aurait évité de l'énerver. Là, je savais que ça était un sujet sensible.
Bernard, de petites questions. Le transplant préfabriqué de nez, est-ce que tu as un sens pour le placer sur l'avant-bras, la pointe du nez vers la main ou l'inverse? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les images qu'on a montrées, il y a un premier dessin qui a été fait où il est dans le sens de, et en fait, moi, je le mets perpendiculaire. Et ça dépend du lieu où l'on a prévu de faire l'anastomose. C'est ça qui est important. Et en fonction de l'avant-bras que l'on choisit et en fonction, bien sûr, du site de micro-anastomose. Le troisième point. L'idéal serait, effectivement, dans les rhinopolièses simples, d'oser de faire une anastomose. Ça, je ne suis pas de faire une anastomose endobuccale, mais ça, c'est autre chose. Pardon, ma troisième question a trait au jéjunum. Il me semble que les plasticiens, soit ça leur est interdit, soit ils ne peuvent pas beaucoup intervenir dans l'abdomen. Donc, ils font appel à un chirurgien digestif quand il y a lieu. Et je voulais connaître l'optique des chirurgiens plasticiens. Est-ce que vous recourez volontiers au jéjunum? Car ce que j'ai observé à l'Institut Gustave aussi, ils ont abandonné le jéjunum pour des raisons de prélèvement et j'utilise le transplant antibrachial, comme tu dis. Alors, attention, je crois qu'il faut faire très très attention aux indications, car au départ, effectivement, l'utilisation de l'autotransplantation du jéjunum a été présentée, je crois, dans les années, je vais peut-être raconter des bêtises, 1980 presque, par, c'est pas Mühlbauer en Allemagne ou quelque chose comme ça qui l'avait, non c'est pas Mühlbauer, c'est un Allemand qui en avait parlé et qui le mettait un petit peu à toutes les sauces, autrement dit, pour faire un voile du palais, pour faire un plancher buccal. Ça c'est faisable. Sauf qu'il y a une chose assez intéressante, d'ailleurs sur le plan strictement anatomique, c'est que quand on prend un lambeau et qu'on le met sur un sous-sol, et c'est le cas par exemple du lambeau antibrachial, la revascularisation dépend bien sûr du pédicule, mais elle se refait également par le sous-sol, comme une greffe de tissu est revascularisée par le sous-sol. Ce qui fait qu'un lambeau antibrachial, on peut lier son pédicule 3 semaines ou 4 semaines après sans qu'il y ait de nécrose de la palette cutanée. Par contre, un lambeau jéjunal, à cause d'une part de système de vascularisation terminale qui est la sienne, et d'autre part parce qu'il est recouvert par le péritoine qui le recouvre, ne va pas permettre la revascularisation par son sous-sol. Ce qui fait qu'il est arrivé qu'on aille, de manière incidente, lier le pédicule du lambeau jéjunal 6 mois après et de voir une nécrose du lambeau jéjunal. En plus de ça, il a toujours une petite tendance à se rétracter sur lui-même. Le lambeau jéjunal, aujourd'hui, doit être réservé, à mon avis, aux reconstructions hypopharyngées et ésophagiennes hautes ou pour certains pharyngostomes. Je fais une remarque. Ça me fait très plaisir, la dérive littéraire de cette réunion qui prouve bien que les chirurgiens ne méritent pas leur réputation d'abrutis. Je voudrais maintenant poser une question. À propos de la réparation de la mandibule, vous avez parlé quasi exclusivement du péroné. Est-ce qu'on utilise des prothèses en 3D qui sont construites avec les moyens radiologiques? On refait. Je vois que ma question est, est-ce qu'on refait des prothèses, par exemple la moitié inférieure de la mandibule, identique à ce qu'elle est de l'autre côté, pour réparer une mandibule? D'aucuns ont fait, d'aucuns ont publié, d'aucuns ont dit. Par contre, ils ne disent pas les soucis qu'ils ont pu avoir, après. Je crois que la chirurgie reconstructrice, elle nous pose, mais ça c'est un point de vue assez personnel, la question de la relation entre le biologique et, je ne vais pas dire le mécanique, mais ce qui relève effectivement de la mécanique ou du corps étranger. Il y a nécessairement le rejet de l'organisme contre le corps étranger. Alors le problème de la mandibule, c'est qu'on travaille avec un recouvrement muqueux qui n'est pas ce que l'on peut faire éventuellement au niveau d'un os long. La question a été posée, par exemple, c'est intéressant, avec la technique de Masquelet qu'il a décrite dans des pertes de substance d'os long.
hein, avec le lambeau enfin La membrane la induite. membrane induite qu'il utilise. Bon. Eh bien, on a essayé de le faire au niveau de la mandibule et en fait, on s'aperçoit qu'à défaut d'avoir un tissu de recouvrement de qualité, ça n'apparaît pas, à mon avis, être une bonne technique. Mais c'est un point de vue personnel et il peut être discuté. Tu confirmes l'intuition que j'avais. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Alors, on a commis quelques masquelés dans le service, mais enfin bref. Et pour ce qui est des techniques de reconstruction, Thomas va vous en parler. Moi, je voulais remercier Bernard parce que, d'abord, grâce à la constitution d'une équipe, et Marie-Paul, Chloé sont là pour illustrer l'importance d'avoir autour de soi une équipe solide et dans le service, les reconstructions à double équipe font partie maintenant de nos us et coutumes quotidiens. Mais au-delà même donc de cette première greffe de face que tu as su faire et qui a remis la chirurgie maxillofaciale sur la première page, comme je le disais tout à l'heure, cette prolongation vers l'Institut Fairfax avec toutes les difficultés que tu as pu connaître dans cette initiative, mais qui est pour nous, chirurgiens maxillofaciaux, enfin l'opportunité d'avoir un centre de recherche que tu veux international et dans lequel je me réjouis de travailler. C'est pour notre spécialité un point extrêmement important et j'espère que les jeunes vont t'accompagner ou s'y engager en nombre. Merci beaucoup. Non, juste un petit mot. Tu disais qu'effectivement, avoir su créer une équipe, oui, effectivement, mais je voudrais redire ici, voilà, c'est aussi le reste d'une éducation que j'ai pu recevoir. Et je me tourne vers qui saura entendre ces mots. De la même façon que tu faisais référence à Jean Ponce, je peux faire référence à mon patron.